Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, par vos gentilles paroles. Et surtout, merci par votre invitation à participer une fois de plus dans ces forums. Et maintenant, avec un thème tellement provocatif comme la création d'une initiative tricontinentale. Je vais ajouter quelques mots aux choses qui ont été dites déjà par mes collègues qui m'ont précédé de la parole sur la crise actuelle, parlant un petit peu sur la base de l'expérience de l'Amérique latine et maintenant l'expérience de la communauté ibero-américaine, donc l'Amérique latine avec la péninsule ibérique. Je suis tout à fait d'accord pour ajouter ce qu'on a été dit, que nous sommes dans une crise grave, mais surtout une crise sans précédent. Premièrement, c'est une crise globale. La crise des années 30, c'était plutôt une crise nord-atlantique. Il est arrivé à tout le monde, mais c'était surtout né et développé dans le nord-atlantique, c'était les États-Unis et l'Europe. Maintenant, nous sommes dans la présence d'une crise globale. La crise des années 30, c'était surtout une crise de base rurale, au fond, dans le monde sous-développé. Maintenant, c'est une crise urbaine et des classes moyennes, ce qui fait beaucoup plus compliqué la solution des problèmes. Numéro 2, c'est une crise qui a été imprévisible. Imprévisible pas dans la situation, on savait qu'on allait tomber une fois dans une crise, mais on pensait toujours dans une espèce de soft landing. C'était clair que l'économie américaine, qui dépendait beaucoup des ressources d'endettement pour financer la consommation et l'investissement, ne pouvait pas suivre longtemps. Et on savait que ça allait finir un jour, mais pas dans la dimension où on est maintenant. Le chèque, c'était dans les institutions multilatérales, j'étais dans une d'elles. Le chèque, c'était surtout aussi dans l'académie, dans le monde de l'académie, la manière de réfléchir sur la situation économique. Et le chèque, c'était surtout dans les agences de risque, qui ont eu un échec brutal dans l'histoire, chargés d'anticiper, de prévenir. Ils n'ont pas été à la hauteur de ces responsabilités. Numéro 3, c'est une crise rebelle, parce qu'on a commencé à découvrir que les médecines qui ont utilisées dans les dernières 50 années n'étaient pas capables de faire face à la dimension de la crise. Donc on a dû tomber sur des doses brutales de la part des banques centrales, de la part des trésors, et comme l'on disait, tout à fait différent des crises des années 90 que nous avons suivies en Amérique latine. Je crois que c'est une crise qui était à la base, surtout cette crise rebelle, commence à donner certains résultats. Mais ce que nous pouvons dire, que c'est une crise qui nous a amené à une crise des idées, une crise de paradigme et une crise de solutions. Qu'est-ce que nous savons maintenant, dans ce moment, je dirais? Quelles sont les conclusions dont on peut en tirer quelques mots? D'abord, nous sommes plus ou moins d'accord sur les origines de la crise. Ça veut dire que la grande expansion de l'économie financière a été à la base de ça, et maintenant au centre de la crise, c'est la crise bancaire. D'après les années 30, on a créé les banques centrales qui s'occupaient surtout des banques. Dans les dernières 2 décennies, on a vu une expansion formidable du système financier parabancaire qui était complètement dehors de la régulation et du contrôle. Il y avait eu des ressources abondantes et bon marché, et ça toujours mène à la spéculation. La création des grandes boules, des logements, des bourses, des matières premières, a donné entrée aux risques toxiques qui ont créé la crise financière où nous sommes maintenant. Donc l'origine est claire. C'était un monde financier sans la régulation et le contrôle nécessaire qui a mené à la spéculation et la crise actuelle. Le deuxième point que l'on connaît maintenant, c'est que la crise va finir. Les crises toutes finissent un jour. Le problème qui se pose, c'est quand et comment. On commence à voir maintenant des indications positives, qu'il y a un clair signal qu'on commence à remonter. Mais il faut dire que, tandis que la crise bancaire soit vraiment supérée, on va continuer avec de grands problèmes dans le monde
économique et financier. Je crois que la récupération va être lente. Je crois que c'est clair. Heureusement, la Chine continue avec une forte croissance. Pour nous, en Amérique latine, la croissance de la Chine, c'est très important. Et les États-Unis, apparemment, vont sortir avant et vont être suivis par l'économie européenne. Et de toute façon, une chose que je dois souligner, c'est que pour la première fois, l'Amérique latine, comme le reste des pays émergents, n'était pas au centre de la crise. Nous n'étions pas partis de la crise, mais nous sommes partis de la solution. Donc, la santé économique de notre région est un élément qui va contribuer fortement à la solution de la situation actuelle. Le troisième point que je voulais souligner et que nous avons maintenant, c'est que le monde à venir ne sera plus le monde dont nous avons parti. Autrement dit, je crois que nous arriverons dans un monde nouveau, j'espère que beaucoup mieux. On doit espérer bien que ça va être un monde beaucoup plus juste, plus équilibré. Et quels seront les éléments de ce monde? Et je voudrais, Monsieur le maire, mentionner 7 points que je trouve, à mon avis personnel, d'après l'expérience que je disais dans notre région, qui doivent être, à mon avis, mis sur la table pour discussion. D'abord, un taux de croissance beaucoup plus faible que le taux de croissance historique des dernières 2 décennies. Je crois que la crise financière a déprimé beaucoup les marchés financiers, donc ça va déprimer aussi les investissements, et tout ça amène nécessairement à une baisse de la taux de croissance et à partir de la diminution du crédit. Donc il nous faut penser, il faudra vivre, Jacques vous l'avez dit, avec un monde moins généreux en matière de financement des investissements, donc beaucoup plus sélectif et beaucoup plus faible en matière de croissance. Numéro 2, je crois qu'il y aura nécessairement, et je pense que M. Xiaoming vient de le dire, un changement dans la géographie économique et politique mondiale. Autrement dit, je crois que nous sommes arrivés à un point dont il faut accepter qu'aucun pays au monde sera capable de gérer par lui-même le monde financier et économique. Donc, il faudra partager les responsabilités et les solutions. Donc, je crois que dans ce domaine, de toute façon, il faut compter que dans le monde à venir, les pays émergents, je pense à la Chine, à l'Inde, je pense à la Russie, je pense au Brésil, au Mexique, à l'Afrique du Sud, ce sont des pays qui devront compter beaucoup plus dans la gestion des responsabilités des marchés internationaux. Et pour cela, il faut partager la responsabilité des administrations de ces organisations. Numéro 3, je crois que nous aurons une nouvelle architecture financière internationale. On parlait de ça dans les crises des années 90, on parlait déjà de la construction d'une architecture financière internationale. Rien n'a changé. Maintenant, confronté à une crise comme celle que nous avons maintenant, je crois que nous aurons une nouvelle architecture financière. Le G20 a donné déjà des indications claires qu'il faudrait renforcer et restructurer le Fonds monétaire international, qu'il faudrait aussi établir de nouvelles règles de fonctionnement et de contrôle. Ce sera un capitalisme beaucoup plus réglé et contrôlé. Et le changement de pouvoir amènera aussi à beaucoup plus de contrôle dans certains domaines qui ont été souples dans le passé ou absents. Et j'espère qu'il y aura aussi quelques régulations sur le contrôle des agences de risque dans le monde. Donc nous aurons finalement, j'espère, un mouvement vers l'architecture financière internationale. Je suis très heureux de voir que le Fonds monétaire maintenant commence à mobiliser les droits spéciaux de tirage. La monnaie scripturelle, que c'est un premier pas vers ce qui sera un jour une véritable monnaie internationale. 4. Je pense maintenant à ce que nous a dit M. Lamy. Je crois que le risque du protectionnisme va augmenter. Je pense qu'un faible taux de croissance, un grand chômage amène toujours à des tentations protectionnistes. Le G20 s'est réuni au mois de novembre et la Banque mondiale disait que de novembre à avril, ces 20 pays, il y a eu 17 qui ont pris des mesures protectionnistes. Donc la réalité est telle qu'elle est. Donc il faut nous préparer pour essayer de sauver ce qu'on a conquis depuis tant d'années
pour faire du commerce mondial beaucoup plus ouvert et beaucoup plus juste. Ce serait vraiment une grande malheur si on arrive à maintenant aller en arrière dans les mesures d'ouverture qu'on a gagnées dans les dernières années. Cinquième point, je crois qu'il y aura une réévaluation du rôle de l'État et des politiques publiques. On a connu les pendules qui ont passé du marché à l'État, de l'État au marché. Je crois que le futur va nous donner une présence beaucoup plus forte de l'État, des politiques publiques. Ça a des risques et des défis. Le risque, c'est d'abord pas étouffer les marchés. La création du marché, c'est clé pour continuer la croissance. L'autre risque, c'est l'inefficacité des interventions de l'État. Nous le savons très bien en Amérique latine. Il ne faut pas revenir sur un État interventionniste, inefficace et corrupt. Le défi, c'est qu'il nous faut moderniser l'État plus que jamais. Et il nous faut aussi trouver de nouvelles alliances intelligentes entre le secteur public et le secteur privé. Le monde du futur devra encourager de nouveaux rapports entre les deux secteurs d'une manière nouvelle, pragmatique et basée sur des rapports modernes. Sixième point, je crois que nous allons vers un nouveau modèle de gestion des entreprises. Je pense à Schumpeter maintenant. Il y a des entreprises qui vont disparaître, d'autres qui vont être changées, qui vont être transformées, restaurées, et il y aura beaucoup d'autres opportunités pour des entreprises nouvelles. Ça, c'est la dynamique de la situation actuelle. J'espère que dans ces moteurs de croissance qu'on doit trouver, le secteur de la consommation publique va avoir un rôle central. Et j'espère que ça c'est le cas pour compenser la consommation privée. On devrait avoir des investissements dans des domaines comme l'énergie renouvelable, comme la lutte contre le problème des changements climatiques, le problème de la santé, les problèmes. Donc je crois que la consommation publique aura un lieu beaucoup plus actif et j'espère que dans ce cas, on aura l'opportunité de faire de cette consommation publique la solution des grands problèmes, des grands déficits que nous avons maintenant dans le monde. Et septièmement, je crois que ce changement de modèle, de monde, aura des répercussions en matière sociale et politique. En matière sociale, il faut penser que le chômage, avec une société beaucoup plus civile et beaucoup plus présente comme il y a maintenant, va donner occasion à des mouvements sociaux. J'espère qu'on va contrôler ça. Mais il ne faut pas ignorer que dans une société qui ne veut pas perdre ce qu'on a gagné dans le passé, il y aura des réactions. Ça, c'est le moment où vraiment le dialogue entre gouvernement, entreprises et syndicats a un rôle central. Aussi dans le domaine politique, parce qu'on se souvient que c'était les années 30. La crise mondiale a été derrière le grand totalitarisme et finalement aussi un petit peu derrière la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne va pas arriver maintenant, j'espère. Nous sommes beaucoup plus sages que nous étions à ce moment-là. Mais il faut dire que vraiment, cette crise aura des répercussions politiques. Nous avons dans les derniers 3 ans 14 élections en Amérique latine, grâce à notre démocratie reconquise. Il y aura un impact énorme sur c'est inévitable à cause de ça. Donc, qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire qu'il nous faut penser que la situation actuelle, c'est un défi, un challenge au système politique de tout le monde, mais surtout dans les pays en voie de développement. Un challenge tous les partis politiques. La qualité de la politique sera beaucoup plus demandée que jamais. Ce sont des moments difficiles dont on peut en profiter une grande occasion ou le perdre. Et je pense que dans ce cas-là, il faut commander les changements et essayer que ce soit dans la bonne direction. Finalement, tout ça aura des répercussions sur nous, sur les pays, surtout en voie de développement. Il nous faut penser qu'il nous faut essayer de lutter pour une productivité beaucoup plus forte. Ça nous amène à l'éducation, à l'économie des connaissances et à l'infrastructure, tout ce que nous avons. Il faut penser qu'il nous faudra aussi travailler dans la cohésion sociale. Et finalement, qu'il faut chercher de nouvelles formes de coopération internationale. Je pense que cette initiative tricontinentale, c'est une des possibilités que j'y tiens beaucoup. Je crois que c'est très important de travailler sur cela. On l'a dit déjà dans nos forums, qu'il y a là-bas une possibilité énorme maintenant à travailler. Je pense que cette idée, Monsieur le Ministre, c'est très bonne. Finalement, je dirais que la crise actuelle a ignoré beaucoup des principes qui étaient à la base du capitalisme.
Il faut imaginer que M. Adam Smith, avant d'enseigner économie, enseignait morale. Donc j'espère que l'économie et la société du futur aura en considération les grands principes dont Smith s'occupait pour soutenir le capitalisme, l'honnêteté, la transparence et la solidarité. Merci.